Bonjour à tous, je suis Benjamin Broustet, je suis fondateur d'Ecopreneur. J'ai créé 4 entreprises génératrices et j'ai accompagné des centaines d'écopreneurs. Alors aujourd'hui, on va parler des fermes verticales, ces structures futuristes qui étaient censées révolutionner notre façon de produire de la nourriture. Mais la réalité s'est avérée bien plus complexe. On va explorer les hauts et les bas de cette innovation agricole et qui a capté l'attention du monde entier. Imaginez un instant des gratte-ciels remplis non pas de bureaux, mais de rangées et de rangées de plantes verdoyantes poussant sous des lumières LED violettes sans une once de terre en vue. C'est l'essence même des fermes verticales. Alors l'idée pouvait paraître séduisante, nourrir une population mondiale en croissance constante tout en utilisant moins d'eau, moins de surface de sol, en empilant verticalement la production. On promettait de cultiver plus sur moins d'espace et sur le papier, ça semblait une bonne idée. Mais voilà, en 2024, on assiste à un phénomène troublant. Ferme verticale après ferme verticale, ces projets ambitieux échouent et déposent le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment une idée aussi prometteuse a-t-elle pu tourner au fiasco? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de plonger dans les raisons de cet échec, revenons un petit peu en arrière. L'engouement pour les fermes verticales, ça date pas d'hier. Dès le milieu des années 90, le concept a commencé à gagner en popularité. Mais c'est vraiment à partir de 2020 que les choses se sont emballées. En 2020, on ne comptait qu'une centaine d'entreprises d'agriculture verticale bien financées. 3 ans plus tard, en 2023, le chiffre a explosé pour atteindre plus de 2000 entreprises rien qu'aux États-Unis, sans compter celles en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Les investisseurs ont été pris d'une véritable frénésie, ont injecté des sommes colossales dans ce secteur. Tenez-vous bien, en 2022, plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans les fermes verticales. À tel point qu'en 2023, le marché de l'agriculture verticale était évalué à plus de 5 milliards de dollars. Certaines de ces entreprises semblaient promises à un avenir radieux. Prenons par exemple Infarm, une entreprise allemande fondée en 2013. Elle est devenue la première licorne de l'agriculture verticale, c'est-à-dire une start-up privée valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Infarm a réussi à lever plus de 600 millions de dollars et a atteint une valorisation dépassant le milliard de dollars en 2021. Autre exemple marquant, Bory Farming. Cette entreprise est devenue la 2e licorne du secteur avec une valorisation estimée à 2,3 milliards de dollars en 2021. L'excitation était super palpable. On avait vraiment l'impression que la Silicon Valley avait enfin trouvé la solution miracle pour rendre l'agriculture plus durable. Et qu'est-ce qui rendait ces fermes verticales si attrayantes aux yeux des investisseurs et du public? On va examiner un petit peu plus près les avantages mis en avant. Tout d'abord, des rendements exceptionnels. On nous promettait que les fermes verticales pourraient produire plusieurs fois plus que les fermes traditionnelles, voire même que les serres classiques. Ensuite, une économie d'eau considérable. L'argument était de taille. Ces fermes étaient censées réduire l'utilisation de l'eau jusqu'à 90%, voire plus, dans un contexte où l'eau devient une ressource de plus en plus précieuse. Cet avantage semblait crucial. En 3, on avait une production continue. Fini les contraintes saisonnières, les fermes verticales promettaient une production tout au long de l'année, indépendamment des caprices de la météo. En 4, une emprise au sol réduite. En construisant en hauteur, on pouvait théoriquement obtenir des rendements similaires sur une fraction de la surface nécessaire à l'agriculture traditionnelle. Ça ouvrait la possibilité de cultiver des aliments au cœur même des zones urbaines densément peuplées. En 5, une agriculture plus propre. Grâce à un environnement contrôlé, on annonçait une utilisation minimale, voire nulle de pesticides. Sans insectes ni bactéries à combattre, la production semblait pouvoir se passer de ces produits chimiques controversés. En 6, une automatisation poussée. Les fermes verticales avaient le potentiel d'être hautement automatisées, promettant une efficacité accrue et des coûts de manœuvre réduits à long terme. Avec tous ces arguments, on comprend mieux pourquoi l'enthousiasme était à son comble. Les fermes verticales semblaient offrir une solution élégante à de nombreux défis de l'agriculture moderne. Malheureusement, comme c'est souvent le cas avec les innovations révolutionnaires, la réalité a fini par rattraper les rêves les plus fous. Dès 2023, les premiers signes de fissures dans ce bel édifice sont apparus. Les investisseurs, auparavant si enthousiastes, ont commencé à se montrer plus prudents, voire à se retirer complètement du marché. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les investissements en capital risque sont passés de 2,1 milliards de dollars au cours des 3 premiers trimestres de 2022 à seulement 275 millions sur la même période en 2023, une chute vertigineuse de près de 90%. Cette baisse drastique des investissements n'a pas été sans conséquence. Contrairement à d'autres industries où une réduction des financements ralentit simplement la croissance, dans le cas de l'agriculture verticale, ça a provoqué un véritable effondrement. L'année 2023 a donc vu la chute de nombreux acteurs majeurs du secteur. Voici un aperçu des faillites les plus marquantes. On a Fifth Season, une entreprise pionnière dans l'agriculture robotisée qui a été l'une des premières à déposer le bilan fin 2022. On a Upward Farms qui avait levé 150 millions de dollars et avait entamé la construction d'une nouvelle ferme verticale de 23 000 m² en Pennsylvanie en 2022 qui a annoncé la cessation de toutes ses opérations d'agriculture verticale en mars 2023. Et ce sont tout autant de fermes verticales qui se sont succédées dans leur faillite. Infarm, l'ancienne licorne allemande, a cessé ses activités au Danemark, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, se retirant complètement du marché européen. Et les faillites n'ont fait que se succéder et s'enchaîner dans le temps. Même les entreprises qui ont survécu n'ont pas été épargnées, comme Bowery Farms dont on a parlé, l'une des plus grandes fermes verticales, qui a vu sa valorisation s'effondrer et passer de 2,3 milliards de dollars en 2021 à 350 millions
fin 2023. L'entreprise a dû procéder à 2 vagues de licenciements massifs pour rester à flot. Pour mieux saisir les raisons de cet échec, plongeons-nous un peu plus profondément dans les fonctionnements des fermes verticales. Imaginez un instant que vous cultiviez des plantes non pas dans un champ, mais dans un gratte-ciel ou dans un bâtiment hermétiquement fermé. C'est l'essence même de l'agriculture verticale. Dans ce système, les plantes n'ont pas besoin de terre. Elles tirent leurs nutriments d'une solution aqueuse qui est spéciale et qui est fournie directement aux racines par des systèmes d'hydroponie ou d'aéroponie. Mais l'élément clé de cette ferme, c'est l'éclairage. Au lieu de compter sur la lumière naturelle du soleil, on utilise des LED spéciales qui imitent le spectre lumineux dont les plantes ont besoin pour croître. C'est là que réside l'un des principaux avantages de l'agriculture verticale parce qu'elle exploite le fait que les plantes n'utilisent pas du tout la lumière du soleil mais seulement certaines longueurs d'onde spécifiques. Alors ces systèmes permettent théoriquement de recréer l'environnement parfait pour chaque culture indépendamment de la saison, des conditions météo extérieures. Alors malgré ces promesses, l'agriculture verticale présente plusieurs inconvénients majeurs qui n'ont pas été peut-être suffisamment pris en compte au départ. Les fermes verticales nécessitent beaucoup plus d'équipements et de capteurs de haute technologie que l'agriculture traditionnelle. Ces installations sont nettement plus coûteuses à mettre en place. En 2, il peut sembler contre-intuitif d'investir dans les LED de haute technologie pour imiter la lumière du soleil, alors que cette dernière est disponible gratuitement dans l'agriculture traditionnelle. En 3, l'agriculture verticale requiert des compétences qui sont spécifiques en ingénierie végétale, en agriculture, en environnement contrôlé. Non seulement ces compétences sont rares, mais elles impliquent aussi des coûts de main-d'œuvre bien plus élevés que l'embauche d'ouvriers agricoles traditionnels. En 4, paradoxalement, les fermes verticales sont plus vulnérables à certains types de parasites et de maladies. L'eau et l'air circulant en circuit fermé, une contamination peut se propager très rapidement à l'ensemble de la production. Et en 5, la majorité des fermes verticales se concentrent sur des productions de laitue, de basilic, d'autres légumes verts à feuilles. Cette limitation soulève la question cruciale de comment nourrir le monde principalement avec des salades vertes. Où sont les fruits? Où sont les autres légumes? Alors le plus grand défi des fermes verticales réside dans leur coût justement de production élevé. Prenons l'exemple de la laitue, la culture la plus populaire dans ce type d'agriculture. Il est vrai que les rendements sont impressionnants. Une petite ferme verticale en conteneur, par exemple, peut produire jusqu'à 6 kg de laitue par mètre carré, soit 33 fois plus que l'agriculture industrielle en plein champ et 20 fois plus qu'une serre à haut rendement. Cependant, ces chiffres spectaculaires cachent une réalité économique bien moins reluisante. Voici une analyse détaillée des coûts pour une année complète de culture verticale. La main-d'œuvre, déjà, on vient d'en parler, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le poste le plus important, représentant près de la moitié du coût total. Les dépenses en équipement, donc, le deuxième poste le plus élevé, résultant des investissements initiaux considérables en équipement, en capteurs, en système de chauffage, de refroidissement, etc. L'entretien de tous ces équipements high-tech représente également une part non négligeable des coûts. Et puis l'électricité. Contrairement aux idées reçues, l'électricité pour alimenter des LED représente 10% du coût total, mais reste un poste de dépense hyper important. Au final, le coût de production s'élève à environ 1160 € par kilo de laitue, soit environ 8,80 par tête. Et attention, il s'agit du prix à la ferme. Imaginez le prix final pour le consommateur une fois ajouté les marges des distributeurs et des détails. Juste pour mettre ces chiffres en perspective, par rapport à l'agriculture traditionnelle, dans une ferme traditionnelle en plein champ, produire 1 kg de laitue coûte environ 6 fois moins cher que dans une ferme verticale. Donc ces chiffres expliquent pourquoi ces fermes peinent à être compétitives, surtout dans les régions où les coûts de la main-d'œuvre sont élevés, l'accès aux produits traditionnels agricoles est facile et le prix de l'électricité est aussi lui élevé. En fin de compte, toute l'industrie reposait sur le pari que les fermes verticales établies à proximité des clients avec des niveaux plus élevés de durabilité, une meilleure gestion de l'eau, ce qui est vrai, pourraient produire un produit moins cher qu'un pays en développement avec des quantités abondantes de soleil, de pluie. Et le coût de ce pari n'a pas été payant. Mais il y a une possibilité, un potentiel où les fermes verticales peuvent être intéressantes. La plupart des grandes entreprises aujourd'hui s'installent dans des climats chauds, arides, où il y a beaucoup d'énergie renouvelable, comme par exemple au Moyen-Orient. C'est peut-être ce qui rendra ces projets rentables. Alors on peut trouver à la base complètement fou d'installer des villes entières dans ces déserts, je vous comprends complètement, mais ces personnes sont présentes et ces villes, elles sont construites. Donc comment on nourrit toutes ces personnes de la manière la moins impactante possible? Peut-être que les fermes verticales pourraient être un peu plus appropriées dans ce genre de contexte. Tout reste encore à prouver. Pour plus de contenu, je vous propose de vous abonner à la chaîne Écopreneur et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je m'impatiente de lire vos commentaires ci-dessous pour discuter, continuer la conversation à propos des fermes verticales. Ciao.